Aujourd'hui, pour ce premier webinaire UpMonster TV, nous partons d'une question simple. IA, la peur est-elle devenue une stratégie? Donc, depuis quelque temps, l'intelligence artificielle est présentée comme une rupture absolue. On entend qu'il faut aller vite, qu'il ne faut surtout pas prendre du retard, que certains métiers vont disparaître, que les entreprises qui n'adoptent pas maintenant seront dépassées. Mais l'histoire du travail a déjà connu d'autres bouleversements. Vous le savez, la radio a transformé la circulation de l'information, la télévision a changé les usages, les métiers de l'image, de la communication et de la culture. L'informatique, Internet, logiciels métiers, les smartphones, les plateformes numériques ont déjà déplacé les pratiques, modifié les postes, créé de nouveaux besoins et ça a fait évoluer les compétences. Donc à chaque étape, il y a des inquiétudes, des résistances, des excès de discours, parfois des promesses trop rapides. Et pourtant, les organisations ont avancé pas à pas en apprenant à intégrer ces outils dans leur réalité. Donc aujourd'hui, l'IA s'inscrit dans cette continuité avec évidemment une accélération plus forte, c'est vrai. Mais elle ne doit pas être abordée uniquement sous l'angle de la peur ou de la fascination. Donc la vraie question est peut-être moins, est-ce que l'IA va tout remplacer? Et davantage, qu'est-ce que l'IA transforme réellement dans nos métiers, nos décisions, nos responsabilités, nos façons de travailler? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec plusieurs regards, RH, techniques, pédagogiques, entrepreneuriales et changements dans les organisations. Donc l'objectif est de revenir au terrain, aux usages réels, aux décisions à cadrer et la responsabilité professionnelle. Donc maintenant, quelques minutes pour comprendre qui sont ces présentateurs. Je commence. Je suis Mlichine Boutrin-Dewar, consultante stratégique en gouvernance et intégration des usages professionnels de l'IA. J'accompagne les cadres, dirigeants et responsables d'équipe à organiser leurs pratiques de travail, clarifier leurs processus et intégrer l'IA dans un cadre professionnel maîtrisé. Donc aujourd'hui, je serai aussi la voix conductrice de cet échange. Renaud, tu peux te présenter ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Renaud Dorchy, je suis dirigeant du groupe Renaud Développement, d'Elapay et d'Alizé RH. J'interviens donc avec une vingtaine de talents de collaborateurs sur l'excellence RH 360 et plus particulièrement aujourd'hui, j'interviens en tant qu'expert RH sur l'intégration de facteurs externes comme l'intelligence artificielle. Mallory, merci Renaud. Mallory. Bonjour à tous. Je suis Mallory Gognier, architecte de systèmes digitaux, donc initialement développeur, mais pourquoi architecte? Justement dans cette évolution que rapportent toutes ces nouveautés, je dirais techniques. J'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place de vrais systèmes digitaux pour s'adapter à leur processus métier. Très bien, merci Mallory. Ronnie. Alors bonjour, Ronnie Laposte. Je suis développeur et actuellement formateur. Donc, je fais de la formation aussi bien en développement web qu'en assistance informatique. Et du coup, c'est vrai que dans la formation, que ce soit au niveau de la création de contenu ou en face au niveau des apprenants, l'IA rentre dans le quotidien. Très bien, merci. Xavier. Oui, bonjour tout le monde, je suis Xavier Simacourbe, je suis développeur, responsable de l'entreprise Numérali, enfin associé, j'ai un deuxième associé. On est spécialisé dans les questions d'inclusion numérique et d'accessibilité pour la population en Martinique et en Guadeloupe. Et nous aussi, on est contraints de travailler avec les intelligences artificielles et d'adapter nos méthodes de travail aujourd'hui à ces nouvelles pratiques. Et voilà. Très bien, je te remercie Xavier. Donc merci à tous. On voit déjà que nous n'entrons pas dans le sujet depuis le même endroit. C'est justement ce qui va rendre l'échange intéressant. Je propose donc de commencer par le point de départ, ce que nous entendons aujourd'hui autour de l'IA et ce que ces discours produisent dans les entreprises et les métiers. Les métiers et les territoires. Donc, on va commencer par, Renaud, quand tu entends aujourd'hui les discours autour de l'IA, qu'est-ce qui te frappe le plus? Alors, ce qui me frappe le plus, c'est, alors moi je rencontre généralement des dirigeants, des responsables ressources humaines,
voire des personnes qui travaillent dans le domaine de la comptabilité, de la finance, et puis tout manager. Et ce qui me frappe le plus, c'est que, alors, pour une part minoritaire, il y a un certain nombre de dirigeants qui réfutent l'arrivée de l'IA. Bon acte. Mais surtout, la très grande majorité des dirigeants et des responsables ressources humaines ne savent pas par quel bout prendre le sujet, même s'ils pressentent que l'IA est d'ores et déjà utilisée par leurs salariés. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment et pourquoi faire. Peut-être qu'ils vont gagner du temps, mais à quoi le passe-t-il? Intéressant. Ronnie, de ton côté, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te frappe? Alors, de mon côté, j'entends un peu deux discours, c'est-à-dire le discours de la peur d'être remplacé au niveau de son métier et de sa compétence, mais aussi les personnes qui trouvent que c'est un outil vraiment exceptionnel, magique, avec lequel ils pourront faire tout ce dont ils rêvent par eux-mêmes. D'accord. Ok. Xavier? Moi, j'entends des discours qui font peur. J'entends des discours où on dit qu'on va perdre son emploi. J'entends des discours qui font peur aux entrepreneurs où on leur dit que s'ils n'adoptent pas immédiatement l'intelligence artificielle, leur société va fermer. Alors, en tant qu'entrepreneur, et je suis très sensible à ces discours-là, mais évidemment, c'est des discours qui font peur, parce que la réalité, c'est pas le discours. Voilà. Ok. Mallory? Je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Je pense que l'IA apporte vraiment une très grosse pression psychologique, professionnelle, autant aux entrepreneurs qu'aux salariés. Parce que effectivement, la politique du remplacement, on voit énormément de personnes qui parlent du fait que beaucoup de métiers vont disparaître. Donc, il y a ça au niveau des salariés, mais également au niveau des entrepreneurs qui, effectivement, si on leur répète sans cesse que s'ils ne s'y mettent pas maintenant, demain, ils seront perdus ou carrément leur entreprise vont fermer. Voilà. Ok. Donc de mon côté, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, il y a beaucoup de bruit, curiosité, promesses, mais aussi de pression et de confusion. Mais j'ai envie de dire que les personnes qui parlent le plus fort de l'IA ne sont pas toujours celles qui connaissent les usages, les outils ou le terrain. Donc ça, c'est important de dissocier. Pour moi, c'est pas seulement la peur, mais c'est la confusion qui est produite par des discours parfois très éloignés du travail réel. Donc voilà. Alors, la question suivante, c'est donc de savoir si cette peur est seulement une conséquence des discours ou si elle devient parfois un levier utilisé pour faire adhérer plus vite. Et là, je vais commencer par Renaud. Est-ce que la peur est parfois utilisée comme levier pour faire adhérer plus vite à l'IA? Pardon, Micheline, pardon à tous, il faut que je remette mon micro. Oui. Que la peur soit utilisée, oui, c'est mieux. Que la peur soit utilisée, j'ai pas vraiment cette impression. J'ai plutôt l'impression que, en fait, pas tant du niveau des acteurs de l'entreprise, mais plutôt sur les experts. Alors, pas ceux qui sont autour de l'écran aujourd'hui, parce qu'on se connaît, on sait comment on aborde les choses, mais de certains experts, et on voit circuler en chaîne sur les réseaux sociaux combien de métiers vont disparaître, combien de métiers vont être renouvelés. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce qui me fait le plus mal aujourd'hui. Oui. C'est effectivement cette position erronée qui consiste à faire peur, à fournir du psychodrame là où il n'y en a pas. On a vu par le passé, mais on y reviendra aussi tout à l'heure, on a vu par le passé que bon nombre de révolutions, qu'elles soient industrielles ou technologiques, ont démontré que ça allait être la catastrophe, mais finalement, ce n'est pas la catastrophe. Très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le penser. Oui. Très Parce bien. qu'il vaut mieux penser le changement que changer le pansement, n'est-ce pas? On est d'accord. Ronnie? Alors, de mon côté, en tant que développeur, on est un peu un des premiers métiers visés.
par ce remplacement avec tous les outils qui existent pour créer facilement son site web, ses applications. Et c'est vrai que les médias sont un peu noyés de discours de peur où on dit je suis développeur mais je serai bientôt au chômage ou enfin des titres de ce genre qui finalement sont là pour attirer le public, faire de la visibilité, mais est-ce qu'ils sont forcément fondés? Une fois qu'on a passé 20 minutes à regarder la vidéo, on se dit bon, le titre était un peu exagéré. Donc, il y a un discours de peur, pas forcément toujours justifié, et je pense que le tout, c'est de s'adapter. Je te remercie, Ronnie. Xavier, tu es avec nous, Xavier? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours qui a évolué, hein, parce que c'est pas un phénomène nouveau. On l'a vu apparaître et donc on est capable de prendre du recul et l'analyser. En effet, de plus en plus, la communication qui est faite autour, alors je parle sur nos territoires évidemment, la communication qui est faite autour de l'utilisation des intelligences artificielles est vraiment négative, qui donne ce sentiment d'urgence, de peur. C'est un discours qui est orienté. Là où je suis inquiet, c'est que est-ce que derrière, on a les moyens de réagir à cette agitation que l'on crée? Voilà. D'accord. Donc l'enjeu est sûrement de distinguer l'alerte utile de la panique entretenue. Mallory, oui, Xavier, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je confirmais ce que tu disais. Ça marche. Mallory? À mon niveau, je pense que effectivement, la peur est utilisée comme levier, tout simplement parce que, au niveau du marketing, hein, qui est, je pense, la technique la plus utilisée aujourd'hui pour convaincre ou pas d'adhérer à quelque chose, au niveau du marketing, très souvent, l'émotion négative est utilisée pour faire croire que l'IA est soit dramatique, soit va changer le monde, soit c'est une politique du complot. Je vois un petit peu de tout, mais ce que je retiens surtout, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de hooks marketing qui sont censés créer, utiliser l'émotion, je dirais, des humains pour faire passer un message. Et au niveau de l'IA, malheureusement, ce que je vois, c'est que c'est surtout l'émotion négative qui est utilisée, et notamment la peur, la confusion, comme on a dit tout à l'heure, ou carrément une pression psychologique très, très forte. C'est clair, c'est clair. Donc, ce qui ressort, c'est que la peur peut capter l'attention. On est d'accord? Parce que le marketing tourne autour de ça. Enfin, je n'ai pas dit autour de la peur, mais l'émotion pour capter l'attention, mais elle ne construit pas forcément une décision solide. Donc, pour moi, alerter est utile si on parle de cadre, de méthode et de responsabilité, et de la responsabilité des accompagnants. Je pense que ça, c'est très, très important. Ok, donc pour avancer, il faut donc revenir au terrain, ce qui est vraiment utilisé aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce qui reste flou, hein, et ce qui relève encore beaucoup du discours. Donc là, ça amène à notre troisième question. Donc, je vais commencer par Mallory. Sur le terrain, Mallory, qu'est-ce qui est réellement utilisé aujourd'hui et qu'est-ce qui relève encore du discours? Alors pour moi, ce qui est très utilisé, ce n'est pas réellement l'IA en soi. C'est la partie, je dirais, discussion avec l'IA. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que l'IA, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus le fait de demander à ChatGPT ou à Claude de nous donner un modèle d'email ou peu importe. Ça reste encore beaucoup l'effet de je cherche une réponse, donc je vais la chercher sur l'IA, mais beaucoup moins mise en place d'agents qui vont réellement faire un travail concret. Je pense qu'en fait, avant de parler IA, il faut parler système. Il faut rappeler aux personnes qui utilisent l'IA que ce n'est pas simplement poser une question, mais vraiment savoir quoi demander. Monter vraiment le système qu'il y a au niveau de notre entreprise déjà, savoir vers où on veut aller, pour ensuite savoir poser les bonnes questions à l'IA. Parce qu'au final, l'IA ne répond qu'à ce qu'on lui demande. Mais si on ne sait pas quoi lui demander, il répondra pas, il ne répondra pas exactement ce qu'on veut atteindre au final, puisqu'il ne le saura pas. Donc, à mon niveau, c'est vraiment ça. Très bien. Je te remercie. Je te remercie, Mallory. Ronnie, qu'est-ce que tu en penses?
de ton côté? Du coup, je rejoins Mallory sur ce qu'elle vient de dire, que l'usage reste majoritairement les LLM, la conversation. Et en fait, on est dans un moment où l'IA prend la place des moteurs de recherche, mais ne serait-ce qu'un moteur de recherche, quand je regarde au niveau de la formation, comment les jeunes font leurs recherches pour résoudre un problème ou répondre à une question, le moteur de recherche n'était déjà pas maîtrisé. Donc finalement, on ne savait déjà pas comment bien chercher. Maintenant, on utilise l'IA et on ne sait toujours pas comment bien utiliser l'IA, quoi chercher, parce que des fois, on fait une recherche totalement à côté du sujet qui nous intéresse. Donc, ça demande de la formation. Avant, on formait à comment chercher sur Internet, ben maintenant, il faudra former sur comment chercher avec une IA ou comment utiliser l'IA. Ce qui reste pour moi un peu dans les discours, ben, ce sont les agents. Tout ce qui est automatisation, qui reste encore réservé à des personnes qui ont un peu plus de connaissances techniques. Même si on a des outils comme Claude Cowork qui essayent de rendre ça accessible au commun des mortels, on va dire. Donc de supprimer la barrière technique pour cette automatisation. Et puis aussi tout ce qui est utilisation de données personnelles. Donc on dit souvent que l'IA va travailler avec nos propres données, les données de l'entreprise. Mais parfois, ces données ne sont pas structurées, elles ne sont pas numérisées ou elles sont carrément inexistantes. Donc voilà. Je te remercie, tu as dit des choses là, je vais les reprendre en conclusion, mais c'est très intéressant. Renaud ? Oui, merci Micheline. Oui, enfin, alors, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, mais globalement, moi, ce que j'observe dans les échanges que je peux avoir avec différents professionnels, c'est qu'effectivement, l'IA est d'abord et avant tout, alors je n'aurai pas de pourcentage à donner, mais je pense qu'on frôle les 80-85%. On utilise l'IA comme un super Internet sans effectivement savoir déjà comment utiliser Internet. C'est la fameuse recherche où je pose une question, puis je vois bien ce qui tombe. Donc ça, c'est, à mon sens, le gros des troupes. On a un certain nombre d'acteurs qui commencent à utiliser des agents un peu structurés. Et parmi ceux-là, on a ceux qui utilisent vraiment pour structurer des choses, pour avoir un usage vraiment structuré de l'IA, avec plusieurs agents, avec plusieurs IA. Mais ce qui reste, alors c'est un tout petit pourcentage, mais ce qui reste vrai sur ces personnes-là, c'est qu'elles ne partagent pas, c'est-à-dire qu'elles gardent cette espèce de, comme on le faisait au Moyen-Âge, je garde mon savoir pour moi, mais surtout je ne le diffuse pas. Et puis, en parallèle de ça, je crois qu'il faut se souvenir, c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin, c'est ce que disait Ronnie Mallory, il y a un vrai besoin d'apprentissage, de compréhension comment ça marche, parce que l'IA vise malgré tout à améliorer un certain nombre de choses, mais on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Hein, c'est comme un process qu'on voudrait améliorer, mais qui n'existe pas déjà structuré dans l'entreprise. On ne peut pas l'y améliorer si on n'a pas posé les bases déjà de comment il existe aujourd'hui. Très bien, je te remercie Renaud. Xavier, tu voudrais nous donner quelques exemples peut-être de ce qui est fait sur le terrain? Oui, je vais un peu déborder. Bon, déjà, déborde pas trop, s'il te plaît. Pas trop. Pour toutes les personnes qui sont présentes depuis tout à l'heure, on parle d'IA et on parle énormément de LLM. Donc je vais élargir un peu le discours parce que l'IA, ce n'est pas que le LLM, ce n'est pas le LLM tout court. L'IA, c'est une discipline qui permet d'entraîner des données. Donc vous vous doutez bien que cette discipline ne date pas d'aujourd'hui. Dans le milieu de l'informatique, l'entraînement de données, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, notamment à travers des disciplines de l'IA qui sont le machine learning, par exemple. Et à ce stade, la Martinique n'a pas à rougir. On a un certain nombre d'organismes que l'on connaît. Le CHU en fait partie, la SARA, EDF, etc., des grandes enseignes aussi, qui apprennent de leurs données. On appelle ça de la business intelligence. Il y en a certains qui sont allés un peu plus loin en travaillant encore plus loin dans leurs données, donc en utilisant par exemple des techniques de machine learning. Donc si on devait répondre à la question, au niveau des usages propres de l'intelligence artificielle sur nos territoires, on n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard. Voilà.
Là, ensuite, on parle des usages liés au LLM qui sont un peu le clou du spectacle en ce moment, hein, le sujet d'actualité chaud. Et si on devait parler d'utilisation des agents, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on voit qu'il y a une accélération, en effet, de ce désir de l'utiliser. Dans la pratique, on est très très loin. Le seul exemple probant que j'ai sur le territoire, c'est une dame qui commercialise un produit qui permet de faire de la classification automatique de documents. Donc ça scanne les documents, ça les range dans des répertoires, ça les numérise, ça les rentre dans une base de données. Ça, c'est des logiciels qui fonctionnent, qui sont essentiels d'ailleurs au fonctionnement de l'entreprise et qui favorisent, on en parlait tout à l'heure, l'écriture de procédures écrites sur le fonctionnement du travail dans l'entreprise. Et à partir de là, on pourra faire de l'automatisation. Voilà. Merci Xavier. Alors pour conclure, on voit bien qu'il y a un fossé quand même entre les promesses d'intégration IA et la réalité de l'organisation numérique dans certaines structures. Vous l'avez tous mentionné. On a des usages un peu individuels, je maîtrise, je ne veux pas partager avec les autres. Donc on n'a pas une intégration harmonisée dans l'entreprise, mais les usages avancés supposent des processus décrits et stabilisés. Or, l'IA n'automatise pas correctement ce que l'entreprise n'a pas encore clarifié. Donc on l'a tous dit et redit, donc ça c'est très important, on est sur l'organisation de l'entreprise. Alors que les discours parlent déjà d'automatisation, donc on a du chemin à faire, mais c'est comme Xavier nous a montré, effectivement, localement, on n'a pas à rougir et il y a des choses qui se font déjà. Cela nous amène à une question centrale. Quand on dit que l'IA va remplacer des métiers, de quoi parle-t-on exactement? Et je donne la parole en premier à Renaud. Quand on dit que l'IA va remplacer des métiers. C'est une question éminemment centrale, parce que, comme on le disait tout à l'heure en introduction, il pleut des messages de peur psychodramatiques sur voilà tous les métiers qui vont disparaître. J'ose mal imaginer ceux qui incarnent et qui exercent ces métiers aujourd'hui, comment ils le prennent. En réalité, et ça a été vrai pour tout progrès, y compris progrès technologique, depuis des décennies, et je n'oserais pas dire des siècles, qu'en fait, ça vient transformer la manière de réaliser l'activité, et ça va venir, pour partie, ce que diraient les anglo-saxons, upgrader les compétences. Prenons deux exemples très simples. Le fameux agent dans l'industrie, l'opérateur dans l'industrie qui tournait les boulons, on s'est retrouvé une vingtaine d'années après derrière sa commande numérique. Évidemment, ce n'est pas les mêmes compétences qui sont mises en œuvre, et on a dit à l'époque que plein de métiers allaient disparaître. Non, ça a fait modifier, ça a fait évoluer les compétences. De la même manière, on en discutait hier entre nous, l'assistant ou l'assistante d'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, qui prenait sur papier en sténodactylo, qui gérait l'agenda du dirigeant, qui assurait la réception des clients, etc., et tout était en papier, d'un seul coup, une grande partie de ces activités-là ont été déportées sur le dirigeant qui le fait lui-même. Je ne sais pas qui prend encore une assistante uniquement pour gérer son agenda, mais par contre, l'assistant est toujours là pour faire des choses. Donc, c'est très vrai que l'IA aura ce même effet. Il va transformer les métiers, upgrader un certain nombre de compétences, et ces compétences vont aller plus vers la supervision, le contrôle, la relation client, évidemment. Beaucoup de structures qui ont commencé, de par le monde, à investir sur l'IA, se retrouvent à repositionner les collaborateurs, les compétences vers la relation client pour pouvoir, et d'ailleurs un certain nombre de structures qui sont uniquement en mode digital feraient bien de penser qu'il faut de la relation client. On le vit tous au quotidien, qu'on essaye de se connecter à une plateforme, on essaye de trouver un numéro de téléphone, il n'y a personne. C'est un vrai sujet de transformation, mais pour résumer et répondre à ta question, oui, il y a une transformation des compétences, mais pas forcément une transformation totale ou une suppression totale des métiers. Très bien, je te remercie. Rony ? Alors, je pense à mon niveau que ce qui sera remplacé par l'IA, c'est souvent les métiers de premier niveau. Donc, tout ce qui est rédactionnel, pour
prendre l'exemple des développeurs, ben, finalement, la génération de code, ça va être difficile de lutter avec une IA qui rédige des milliers de lignes en quelques secondes, là où nous, on n'a même pas encore réfléchi à notre première phrase, on va dire. Et donc, c'est un peu les débutants qui vont se retrouver confrontés à une IA qui a plus ou moins le même niveau d'efficacité qu'eux, puisqu'ils sont encore dans l'apprentissage. Mais en même temps, cette place de débutant qui fait peut-être des tâches un peu ingrates, c'est ce qui leur permet de monter en compétences. Donc, il y a ce côté aussi de l'IA prend les tâches de bas niveau en montant de plus en plus selon qu'elle progresse. Mais ces tâches de bas niveau qui servaient à des stagiaires, qui servaient à des débutants, parce que l'expert n'avait pas envie de travailler là-dessus, parce que souvent ce sont des tâches un peu répétitives, ben, finalement elles risquent de disparaître. Et il faudrait savoir finalement à quoi on va former les prochains. Donc, on va étayer ça dans la prochaine question. On va y arriver. Donc voilà, je vais m'arrêter là du coup. Je te remercie. Je te remercie Renaud. Mallory Ronnie, pardon. Mallory. Je rejoins Ronnie, tout simplement parce que on fait de base le même métier, développeur. Donc je pense qu'en fait notre métier c'est vraiment le métier le plus impacté, le plus visé dans les discours actuels sur l'IA. Les codeurs vont disparaître, etc. Et de là sont nés des métiers super. Alors le no-code, je ne vais pas viser le no-code parce que le no-code existait déjà. Power Apps, etc. C'est des outils qui permettent de créer des outils techniques existaient déjà, mais par contre, le vibe coding est arrivé avec l'IA et fait quoi? En fait, on n'a plus notre place. Ce qui, moi, à mon niveau, pour mon expérience, a fait que je me suis repositionnée en tant qu'architecte. Pourquoi ce mot? Parce que j'ai envie de faire comprendre à la population qu'un développeur n'est pas simplement quelqu'un qui code. On a un devoir, en fait, d'établir une sorte de système, de logique autour de la demande d'un client. Un client, quand il arrive en face de nous, on doit identifier d'où il part et vers où il va et ce que ça va impliquer. Donc, est-ce qu'on doit prévoir des grosses bases de données? C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à réfléchir avant de poser la première ligne de code. Alors oui, l'IA vient accélérer cette partie de coding, mais elle n'efface pas tout le contexte humain qui doit être rajouté autour. Et comme je disais, elle ne va jamais le remplacer, selon moi, tout simplement parce que un Martiniquais qui va demander un projet sur la Martinique, il y a vraiment un contexte martiniquais à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les contraintes liées au pays, etc. Il y a énormément de choses que seul l'humain peut apporter comme vraie réponse, en fait, à une demande fonctionnelle avant de la transformer en réponse technique. Voilà. Très bien, Mallory. Je te remercie. Xavier, tu veux nous donner quelques exemples rapidement avant de conclure cette question? Je vais utiliser quand même une expression que tout le monde connaît. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si aujourd'hui, en tant que salarié, étudiant, chef d'entreprise, vous êtes venu nous écouter sur ce discours un peu terrible, de peur, ayez confiance en vous. On a toujours besoin de votre expertise. C'est juste que demain, votre métier va se transformer. Donc, soyez prêts au changement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, je te remercie. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'IA transforme, comme on l'a dit déjà, d'abord les tâches et recompose les métiers. Donc, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on transforme et comment on accompagne les personnes vers d'autres responsabilités. Je vais donner un exemple d'une grande structure, pas locale, c'est IKEA. Le chatbot Billy a pris en charge une partie importante des demandes simples. Et entendez ça, 8500 collaborateurs des centres d'appel ont été préparés à évoluer vers des missions de conseil, de vente et de relations clients. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de quitter la boîte, mais en tout cas, ils ont réfléchi à se débarrasser des tâches mondaines, monotones et justement utiliser les gens pour faire autre chose. Donc je pense que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront passer par cet exercice plutôt que
l'IA va tout supprimer et puis du coup, on va passer de 10 personnes à 1 personne dans l'entreprise. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, on voit bien que ce qui compte, c'est la responsabilité de l'organisation. Est-ce qu'elle va supprimer, redéployer, équiper ou transformer? Tout ça, ça ne produit pas forcément les mêmes effets. D'accord? Donc, et pour conclure cette question, on peut automatiser certaines tâches, et Ronnie en a parlé déjà. Il faut regarder ce que ces tâches permettaient aussi de construire. L'expérience, le jugement, la compréhension du travail réel. Et c'est là que cette prochaine question nous interpelle. Est-ce que le vrai risque n'est pas seulement la disparition de certains postes, mais la fragilisation des premières marches d'apprentissage dans les métiers? Et cette question, c'est Ronnie en premier qui va la répondre. Est-ce que ne fragilise pas les premières marches d'apprentissage dans les métiers? Alors, quel que soit le métier en fait. Parce que même dans les métiers purement administratifs, comment? Non, je dis qu'effectivement, je vois en quoi mon discours de tout à l'heure. Oui, voilà, ça allait vers ça. Donc oui, je disais qu'à l'heure actuelle, les débutants sont déjà confrontés à la difficulté d'obtenir un premier poste, puisqu'on leur demande de l'expérience alors qu'ils sortent fraîchement de leurs études. S'ils ont eu la chance de faire de l'alternance, ça aide, puisqu'ils ont déjà engrangé un peu d'expérience, mais trouver une alternance, une entreprise qui est prête à nous recevoir, surtout sur nos territoires, c'est déjà un parcours du combattant. En plus, l'apprentissage passe beaucoup par l'effort, l'erreur, la recherche, donc c'est une compréhension progressive. Avec l'IA, finalement, on a une réponse instantanée. On l'applique sans forcément la lire correctement, la déchiffrer, la comprendre. Et finalement, quelque chose qu'on a juste appliqué, on ne le retient pas aussi bien que quelque chose sur lequel on a galéré pendant quelques minutes, plusieurs heures, etc. Donc c'est un peu le proverbe, je ne l'ai pas exactement, mais on dit qu'on va apprendre à quelqu'un à pêcher et pas lui donner un poisson. C'est ça. Donc ça fragilise effectivement l'apprentissage, donc il faudrait trouver des méthodologies, tout simplement, d'apprentissage différentes, faire comprendre aux jeunes que l'IA est un outil qui est pratique, utile, mais qu'il faut correctement utiliser, puisque mal utilisé, finalement, il fragilise nos connaissances, nos compétences. Au-delà de ce que tu as dit, mal utilisé, moi je martèle en permanence, c'est le cadre que tu dois poser autour de qu'est-ce que je donne à l'outil et qu'est-ce que je garde comme humain. Donc c'est vraiment le cadrage. Renaud, quel est ton avis là-dessus? Oui, alors je rejoins évidemment la position de Ronnie. Il faut effectivement sans doute repenser les parcours d'évolution des compétences et autres. Si on considère qu'entre autres, l'IA peut aider à un certain nombre de tâches répétitives et chronophages, il faut qu'on soit extrêmement attentif à être sûr que ce ne soit que des tâches répétitives et chronophages. Je vais prendre un exemple très concret dans nos métiers, dans le recrutement. Les cabinets de recrutement, ce qui n'est pas notre cas, puisqu'on continue à faire des choses manuellement, un certain nombre de cabinets de recrutement utilisent l'IA pour trier les CV. Ça paraît être une tâche répétitive, chronophage, qui ne sert à rien, sauf que cognitivement, quand on lit un CV, on lit, et c'est le propre de l'être humain que l'IA n'est pas capable de faire aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'on lit entre les lignes. C'est qu'on ne va pas être uniquement dans le matching de mots parce que l'apprentissage aura vu un truc et puis etc. L'être humain, il lit entre les lignes, il comprend qu'au travers d'un certain nombre de fonctions, il y a des compétences qui se sont développées, il comprend à travers l'expérience qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont développées, et l'IA est incapable de faire ça. En tout cas aujourd'hui, peut-être qu'il sera capable demain, mais en tout cas pas aujourd'hui. Donc le risque, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un vrai œil critique sur les vraies capacités ou pas de l'IA, d'une part. Et puis le deuxième élément, c'est aussi de se dire,
avoir une vraie conscience de ce qu'on va confier dans l'entreprise à l'IA pour ne pas scléroser finalement les compétences des personnes et ne pas réduire à une portion congrue des compétences qui étaient extrêmement significatives, mais qui vont perdre en valeur ajoutée parce qu'on les aura confiées à l'IA. Okay. Très bien, je te remercie. Mallory, tu veux ajouter quelque chose succinctement sur ça? Oui, très rapidement, je pense que ça fragilise énormément également au niveau du fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on passe gentiment vers la capacité de produire, mais plus vers la capacité de savoir produire. Et c'est ce qui est dommage, c'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi je me souviens, il fallait rédiger un mémoire de 120 pages. OK, mais l'IA peut le faire, même si effectivement, pour tromper le professeur, on peut passer derrière et relire et redonner un petit ton naturel, mais ça reste quand même produit par l'IA. Donc, est-ce que la personne qui, au final, produit ce document avec l'IA en ressort, je dirais, plus expérimentée, ou est-ce que ça a servi à quelque chose? Je ne pense pas. Donc, effectivement, il faudrait absolument, puisque là, je pense que c'est trop tard pour faire marche arrière, il faudrait absolument adapter les process d'apprentissage pour tout simplement cette évolution. Arrêter, et puis essayer de, je pense, réintroduire la capacité de savoir produire et non pas juste de savoir. Ce phénomène d'infobésité crée beaucoup de confusion. J'ai l'impression que les jeunes entendent tout et son contraire, en fait. Donc, voilà, maîtriser vraiment cette partie-là pour pouvoir asseoir quelque chose de plus stable. Pour, du coup, rattraper le fait que Ronnie parle beaucoup de la perte de l'effort qu'on met ou le fait de commettre des erreurs qui, au final, qui constituent la meilleure manière d'apprendre. Hein. En code, en tout cas, quand on met un point-virgule, avant, il n'y avait pas d'IA pour nous dire qu'on avait mal placé un point-virgule. Je me souviens qu'on pouvait chercher pendant des heures et se rendre compte qu'on avait mis un point-virgule au mauvais endroit. Et en fait, on ne le fera plus. Parce que ces 3 heures-là vont nous servir de leçon. Aujourd'hui, il suffit juste de copier-coller le code dans l'IA. L'IA va te dire, il y a un point-virgule là qui n'est pas bon. C'est dommage parce que ça retient ça. Maintenant, c'est réfléchir à comment faire cette transition-là pour ne pas perdre cet aspect de savoir produire. Okay. Voilà. Ok, donc en fait, moi j'aurais vraiment envie de rebondir sur ça parce que moi ça me fait penser aux personnes que j'accompagne et ce que tu dis, c'est pas juste utiliser l'IA en fait, c'est apprendre à réfléchir avec l'IA. C'est-à-dire que oui, il y a un impact sur les marches d'apprentissage, donc on a vraiment ici quelque chose de très concret. Donc certaines tâches sont simples, mais ça déplace la marche d'apprentissage. Donc ça veut dire que les personnes doivent apprendre à penser, et c'est pas parce que tu utilises l'IA que tu ne fais pas d'erreur. Donc c'est vrai que si on supprime ces marches d'apprentissage trop vite, comme là on a tendance à vouloir le faire, ça peut créer des problèmes. Donc il faut prendre le temps de repenser la manière dont les professionnels apprennent leur métier. Et ces jeunes qui sortent d'apprentissage, là j'ai envie de parler du système éducatif, ça met en tension le système éducatif pour échanger de temps en temps avec des enseignants, des professeurs d'université qui sont en tension, qui doivent se creuser la tête, réfléchir aux modalités d'évaluation. Ça doit vraiment évoluer parce que si on ne veut pas de production de réponses générées, on doit apprendre à réfléchir avec cet outil qu'on a en main. Donc pour éviter vraiment de rester dans la peur ou dans le fantasme, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut comprendre ce que l'outil permet réellement, parce que honnêtement j'ai envie de vous dire que les 3/4 des gens n'ont pas compris ce que l'outil permet réellement, et savoir ce que l'outil ne comprend pas, ce qu'il expose et ce qu'il faut encadrer techniquement. Donc ça, avant de se précipiter, il y a quand même ce travail-là à faire. Donc ça nous amène, puisque j'ai parlé d'encadrer techniquement, à la prochaine question. Du côté technique, qu'est-ce qu'il faut comprendre sans dramatiser ni simplifier à l'excès? Xavier. Alors, il y a 2 aspects dans la question. Le premier aspect, c'est de toujours garder à l'esprit que vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Donc logiquement, si vous faites un métier ou vous apprenez un métier, vous êtes censé le maîtriser. Donc déjà, techniquement, c'est vous qui gardez le contrôle et non pas la machine qui vous dit quoi faire. Donc déjà ça, c'est important comme notion. Et la deuxième notion, si on devait se pencher purement sur la technique, ça serait, comme ça a été énoncé depuis le début,
commencez par écrire la façon dont vous faites les choses dans votre travail. Et ensuite, à partir du moment où vous avez défini finalement la façon dont vous faites les choses, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous rapprocher d'un outil type IA et lui exposer finalement la façon dont vous faites votre travail et commencer à améliorer votre process. C'est vrai que nous, on ne l'utilise pas du tout de cette façon-là au niveau professionnel, par exemple chez Numerali. Nous, on va définir un cadre, comme l'a exposé Mallory. Il y a des tas de questions à se poser avant de démarrer un projet informatique, parce que chez nous aussi, on fabrique des biens informatiques. Et à partir de toutes les questions qu'on s'est posées dans ce que nous, on appelle le contexte, on va commencer à rédiger des documents. Alors, par exemple, historiquement, dans notre métier, la partie la plus pénible, c'est d'écrire ce qu'on appelle de la documentation du code que l'on produit. Ça, c'est un truc qui a toujours effrayé les développeurs. Écrire de la documentation sur ce qu'on fait. Et je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Si on venait vous demander ce que vous faites et de le décrire honnêtement, ça serait compliqué. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, l'outil nous permet de mieux décrire finalement ce que l'on fait. Et en le décrivant mieux, on arrive à voir les choses qu'il manque, qu'on pourrait faire. Donc, du coup, ça complète notre expérience. Et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive petit à petit à construire un projet ou construire autour d'une idée. Voilà. Donc, il y a vraiment un processus à mettre en place dans sa tête avant d'aller vers l'outil, poser ce fameux contexte. Voilà. Je suis en Martinique, je travaille dans telle entreprise. Le matin, c'est ce que je fais. Je réponds à des emails. Après, voilà. Peu importe ce que vous faites, mais définir clairement vos processus avant d'attaquer l'IA. Très bien, je te remercie Xavier. Mallory? Alors, je rejoins tout d'abord Xavier. Ce qu'il faut comprendre sans dramatiser, c'est que l'IA est un outil et restera un outil. Donc, on l'a dit et répété, là pour accomplir des tâches selon le contexte, donc accélérer, automatiser ou toute autre tâche. Par contre, ce qu'il ne faut pas simplifier à l'excès, c'est le côté, je dirais, sécurité, responsabilité, etc. Parce que ça reste quand même une transaction de données. Donc, éviter de prendre le sujet un petit peu trop à la légère. Dans toutes mes formations, je parle de l'IA utile. Donc, je dis IA utile pour vraiment interpeller les apprenants sur le fait que l'IA ne doit pas être intégrée à tout prix. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais ta formation, pourquoi on ne peut pas faire avec l'IA? Doucement. Apprends à le faire et c'est savoir comment le faire qui te permettra de savoir comment intégrer l'IA utile au final. Et ça permet aussi de réduire cette sorte de non-responsabilité que je vois beaucoup face à cette transaction de données que provoque l'IA. Voilà, donc pour moi, la sécurité, c'est vraiment la chose à ne pas simplifier à l'excès. Très bien, je te remercie. Ronnie? Ronnie, tu es là? Désolé, j'ai activé mon micro. Alors, pour moi, du côté technique, ce qui est important à avoir en tête, c'est la souveraineté des données déjà. Je pense que c'est une des craintes, puisqu'on parlait au début de la peur des dirigeants, c'est qu'un employé qui utilise l'IA sans conscience, finalement, va peut-être envoyer des données privées à une IA quelconque. Donc la plupart du temps, c'est ChatGPT, Claude, on sait où ça va. Mais il y a tellement de modèles d'IA, tellement de sites, de plateformes qui permettent d'utiliser, de contourner, par exemple, les abonnements payants. Mais en fait, qui est l'intermédiaire, on ne sait pas forcément. Donc, à l'heure actuelle, finalement, les 3 plus grosses intelligences artificielles sont américaines. Et c'est un sujet pour l'Europe de récupérer une certaine souveraineté qu'ils avaient, entre guillemets, abandonnée. Puisqu'on a vu récemment que le dernier modèle Fable de Claude a dû être désactivé parce que l'administration américaine a décidé de désactiver, que ça ne devait être accessible que par des Américains.
Donc même les employés d'Anthropic qui ne sont pas américains n'ont pas le droit d'accéder à Fable. Du coup, il est important de savoir qu'il y a d'autres solutions, des IA open source que l'on peut installer et s'approprier soi-même ou en passant par un prestataire. Maintenant, c'est sûr que tout ça a un coût. Ce ne sera plus les 20 € par mois de l'abonnement que j'utilise. Donc, il faut que je prenne une décision au niveau de mon organisation. Est-ce que j'ai confiance en cette structure et je dépends de quelqu'un ou finalement, du jour au lendemain, je peux perdre l'accès à ce pourquoi je payais? Ou est-ce que j'ai un surcoût pour avoir ma propre IA, mais mes données restent ma propriété et restent encadrées par moi-même? Voilà, c'est tout. Il y a les coûts, il y a la souveraineté et les limitations techniques de l'IA, les performances, la quantité énorme de RAM et l'augmentation du coût de la RAM. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est vraiment un autre sujet. Mais c'est vrai que ce point technique, après on n'a pas parlé d'usages territoriaux sur nos territoires, on n'a pas parlé de data center local, je crois que c'est Xavier qui avait ce point-là, tu n'en as pas parlé. Mais ce point technique nous ramène directement à la gouvernance. Donc on ne doit pas voir l'IA comme un simple effet de mode, puisque comme vous l'avez tous dit, il y a les données, les outils qu'on va utiliser, le coût, la souveraineté, les limites, la validation humaine. Donc on ne peut pas juste dire, j'ai fait une formation sur l'art du prompting et puis je continue de tester dans mon coin et puis chacun... Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être un seul effet de mode. Donc, la vraie question devient, à quoi ressemble une adoption lucide de l'IA dans le travail réel? Et là, je vais solliciter Xavier pour répondre à cette question. À quoi ressemble une adoption lucide de l'IA dans le travail réel? Je l'ai décrite un peu dans ma réponse précédente et Ronnie a confirmé aussi. Bon, l'attitude lucide, c'est déjà de comprendre en effet cette relation qu'on a avec l'IA et donc l'échange de données. Évidemment, si vous communiquez des informations sur votre entreprise, tout le monde pourrait y avoir accès au final. Donc l'idée, c'est de créer un terrain favorable pour travailler avec l'IA dans l'entreprise. Ça va être la première chose à faire, c'est s'assurer de la souveraineté de ces données et donc les données de votre entreprise ne partent pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc pour ça, on est déjà prêt sur le territoire. On connaît des acteurs locaux, en commentaire, je pourrais les citer, qui sont déjà prêts à héberger des solutions d'IA pour les entreprises. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et la deuxième, c'est en effet d'organiser, c'est-à-dire que ça soit à l'échelle d'un seul service ou d'un sous-service d'un service ou de toute une entreprise. Bon, ça me paraît colossal, mais bon, admettons sur un service, donc par exemple un service RH, il faut organiser les processus de l'ensemble du service, qui fait quoi, comment, pourquoi, comment c'est rangé, s'il y a des documents papier, s'il y a que des documents numérisés, si on doit construire un outil pour piloter ça, parce qu'en fait, l'avantage aujourd'hui, et c'est ça dont on ne parle pas assez, c'est que du coup, cet outil-là nous permet d'évoluer, ça on l'a dit, mais vers finalement des commodités de travail, un confort de travail, une facilité qui nous permet d'avoir des indicateurs de performance sur notre travail. Quand vous faites un travail, ce qui vous intéresse de savoir, c'est s'il a été bien fait, enfin j'espère. Et ça, avant, c'était difficile à mettre en place. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où on a organisé ces fameuses procédures à l'intérieur de l'entreprise, qu'on est dans un milieu sécurisé, donc on a un usage de l'IA qui est... donc on ne va plus sur ChatGPT, vous vous en doutez bien, on va sur le système de l'entreprise, l'IA de l'entreprise, on pose les mêmes questions, il y a la même performance, sauf que derrière, ça sert à construire des projets concrets, à entretenir une documentation de projet lisible par tous, etc., etc. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire sur l'organisation. Très bien, je te remercie. Renaud ?
Tu veux partager quelque chose là-dessus? À quoi ressemble une adoption lucide de l'IA dans le travail réel? L'adoption lucide consisterait, et je rejoins un peu Xavier, mais je vais prendre la même chose sur ses propos dans la sphère RH, c'est il faut poser les activités de l'entreprise aujourd'hui et les activités de demain. Aujourd'hui, on parlait de peur tout à l'heure, un certain nombre de salariés se disent, mais finalement, arrosés par les réseaux sociaux, se disent, mais finalement, mon métier va disparaître. Il faut pouvoir être capable, du côté de l'entrepreneur, du côté du dirigeant, de pouvoir anticiper cette évolution et tout en même temps en rassurant les collaborateurs qui occupent des fonctions dont on dit qu'ils potentiellement seront touchés ou transformés par l'IA. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un vrai travail à double détente, un travail sur aujourd'hui quelles sont les activités que, au regard de ma stratégie, je vais conserver demain, quelles sont celles que je souhaite. Alors, la formulation n'est peut-être pas très bonne, mais que je souhaite automatiser par l'IA, et qu'est-ce qu'il devient des possibilités du temps qui va être éventuellement libéré ou transformé pour confier d'autres activités, pour confier d'autres pans de mission à des collaborateurs. C'est vraiment cette vision-là qu'il faut avoir en anticipant ce que veut l'entreprise demain, ce qu'elle veut faire, pour pouvoir se dire finalement qu'est-ce que je vais pouvoir déléguer en partie à l'IA, qu'est-ce qu'il va rester au niveau des activités des collaborateurs et comment ça nécessite de transformer leurs compétences. En faisant ça, on rassure, on ne crée plus la peur et du coup, on permet effectivement de formaliser correctement les choses et d'anticiper finalement les situations. Je te remercie. Mallory, tu veux ajouter quelque chose? Alors, je vais faire pareil, je vais reprendre les termes des deux précédents intervenants, mais sur la sphère technique, le coding. Pour moi, l'adoption lucide, ce serait d'éviter de surproduire parce que, tout simplement, créer une plateforme codée avec l'IA, ce n'est pas créer un produit, c'est créer un prototype. Si au final l'IA permet de créer des prototypes, il ne vend pas, il ne crée pas tout ce qu'il y a autour. Donc on en revient à tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est favoriser la mise en place d'audits qui vont permettre de dessiner des processus métiers et de ces processus métiers-là, créer un vrai produit pour pouvoir répondre à la question pourquoi, pour qui et comment. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment ça, poser la base humaine, poser, je dirais, qu'est-ce qui vend, pourquoi je veux faire ça avant de créer. Parce que c'est vrai que nous, codeurs, très souvent, on est passionnés, c'est un métier de passion, sinon, je ne sais pas si on pourrait tenir dedans, c'est un métier de passion. Donc, on a tendance à produire. Déjà, même avant l'IA, on était comme ça. Je ne sais pas si Rodi me rejoint là-dessus, mais en tout cas, c'est mon expérience. Et l'IA, effectivement, peut donner cet effet de surproduction. Moi, dès que je me connecte sur LinkedIn, SAS par-ci, SaaS par-là, voilà, on n'en finit plus. Donc, voilà. Mais au final, ça ne répond pas à un besoin. J'ai l'impression qu'on perd les choses essentielles de la question, c'est-à-dire répondre à un besoin. C'est au final pour ça qu'on crée des produits. Donc, voilà, l'adoption lucide, pour conclure, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi, pour qui, comment, avant de produire. Ok. Donc, avec tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant là, notamment avec cette précédente question, on voit que l'IA demande moins de panique et plus de méthode. Donc pour moi, l'adoption lucide suppose une politique de changement, un cadrage des usages, une responsabilité professionnelle. Dans un ordre à peu près logique, on va dire, on penserait stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, je ne vois pas où tu vas. Le travail réel, des processus, les usages, les données, la responsabilité, l'accompagnement et les indicateurs. L'indicateur, on ne l'oublie pas parce qu'on ne peut pas mettre en place des choses et mesurer si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas et revenir faire des ajustements. D'accord? Donc, l'idée, c'est de parler d'usage à cadrer, de décision, de responsabilité et à rendre capable, je me suis emmêlé les pinceaux,
de responsabilité à clarifier et de professionnels à rendre capables d'utiliser les outils sans perdre le sens du travail. Je pense que Mallory a dit quelque chose au départ et ça m'a fait penser à cette phrase que je voulais dire, sans perdre le sens du travail. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il ne faut pas se perdre dans tout ça. Donc, en ce sens, je vous propose maintenant une dernière question courte pour chacun, parce que l'heure avance, mine de rien. Après cet échange, qu'aimeriez-vous que les auditeurs retiennent avant de parler d'IA, avant de décider sur l'IA ou d'intégrer l'IA dans leur travail? Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent? Une phrase, une anecdote, je ne sais pas. Il n'y a pas d'ordre, hein. Qui est prêt à parler? Là, je vous laisse libre. Moi, je vais y aller. Xavier. Donc, pour répondre au grand sujet du jour, n'ayez pas peur, adaptez-vous et surtout, ayez une méthode, un projet, une ambition, enfin, voilà, peu importe. Mais n'ayez pas peur, il n'y a pas raison d'avoir peur. L'IA est parmi nous depuis un bon moment, c'est pas nouveau. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il y a une urgence, comme on voudrait nous le faire croire. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, je vais rajouter juste que l'IA reste effectivement un outil, comme on en a vu auparavant, comme les outils de gestion de projet qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Mais effectivement, tout comme les autres outils qui ont précédé l'IA, il a fallu former des équipes, mettre en place de vraies stratégies pour intégrer tous les nouveaux outils qui ont existé. Donc voilà, n'ayez pas peur également, je le répète, n'ayez pas peur, mais préparez-vous tranquillement à intégrer l'IA dans votre système de transformation numérique. On continue. Je prends le relais du coup. Moi, ce que je voulais dire en une phrase rapide, c'est dis-moi quelle est ta stratégie, je te dirai quand et comment et pourquoi utiliser l'IA et surtout quels sont les impacts sur les compétences et les métiers. Bien. Ça remercie Renaud. Oni? Alors moi, du coup, je dirais que, comme l'a déjà dit Mallory, l'IA c'est un outil et qu'un outil, il faut savoir l'utiliser. On ne donne pas des ciseaux à un bébé parce que ça coupe. Donc, il faut une certaine maîtrise, un certain recul et une capacité à comprendre ce que l'outil fait. Parce que finalement, si l'outil produit quelque chose de faux, si on n'est pas capable de voir que c'est faux, on se retrouve avec quelque chose qui ne part pas sur une base saine. Et ça me fait penser à un exemple où un professeur avait sorti un cours et les données historiques, donc des données quand même faciles à vérifier, étaient fausses dans le cours parce qu'il avait généré avec l'IA et qu'il n'avait tout simplement pas relu son cours. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Ok. Ouais, sur le principe, je parle sous votre contrôle des experts, mais sur le principe que l'IA, c'est comme la nature, elle a horreur du vide, donc il faut qu'elle remplisse des trous. Totalement ça, Renaud, exactement ça. Elle ne supporte pas le vide, donc elle va te mettre quelque chose, même si ça n'a aucun sens. Si tu lui as pas donné le contexte, elle va remplir quand même. C'est vrai. Eh bien, pour ma part, j'ai envie de dire de revenir à la manière dont l'entreprise travaille réellement. On oublie ça. Même avant que l'IA générative qu'on connaît aujourd'hui arrive, on partait dans des outils, de plein de choses, le truc dernier cri là. On va sur les réseaux sociaux, on va créer des pages, mais on n'a pas compris comment l'entreprise travaille réellement. Donc, arrêtons, regardons et décidons comment l'IA peut servir ce travail. C'est la base. Voilà, donc merci pour ces derniers éclairages. Avant de regarder, je vais demander à un des intervenants de regarder si on a des questions dans le chat. Mais avant, je vais faire une petite clôture et après, on va prendre les questions et échanger tranquillement. Alors, entre le rejet total et l'adoption sous pression, il y a un espace plus solide. J'ai entendu Ronnie mentionner recul, oui, celui du recul, du dialogue. Moi, je parle beaucoup de gouvernance et de décision éclairée.
Donc les données disponibles invitent à la nuance, comme on l'a vu tout au long de ce webinaire. Donc les données ne montrent pas un effondrement généralisé de l'emploi lié à l'IA, mais elles signalent déjà des tensions sur certains métiers. Certaines tâches, on le sait, certains profils, notamment les juniors, dans des environnements très exposés. Donc, ce n'est pas obligatoire d'adopter l'IA dans son entreprise parce que tout le monde en parle. En revanche, il devient important de se tenir informé, de comprendre les évolutions en cours et d'identifier ce qui peut être utile ou non pour son activité, pour son territoire. On ne fait pas de copier-coller. Ce qui fonctionne pour l'autre ne fonctionne pas forcément pour nous. Donc la peur est une mauvaise conseillère. Merci Xavier pour cette phrase. Les chefs d'entreprise sont déjà sous une pression permanente. Décider dans la précipitation par peur d'être dépassé serait une erreur de stratégie.